ça vous va comme ça. Je vais essayer de ne pas causer trop longtemps vu que le temps nous est un peu compté. L'idée c'était un peu de discuter de la nature de la guerre en Ukraine. Voilà, l'intitulé c'est... D'accord. Donc l'idée c'était d'évoquer donc la nature de la guerre en Ukraine. Voilà, pour savoir de quelle entre guillemets guerre il s'agit, l'intitulé guerre de libération nationale ou guerre interimpérialiste. Vous savez que évidemment c'est la phase depuis 2022 sur laquelle je vais un peu revenir essentiellement, disons, mais évidemment évoquer le passé aussi pour essayer d'expliquer ça. Cette guerre en Ukraine, elle fait débat en fait au sein du mouvement ouvrier révolutionnaire. Elle fait débat au sein de ce mouvement révolutionnaire à l'échelle internationale, mais elle fait aussi débat en France. Voilà, alors elle fait débat au sein même de notre organisation actuelle, le NPA révolutionnaire. On pourrait y revenir aussi évidemment dans la discussion. Elle fait débat au sein du secrétariat unifié de la 4e internationale. Elle fait débat entre des courants comme le nôtre et celui de lutte ouvrière par exemple en France, mais elle fait aussi débat avec des courants comme les lambertistes ou bien d'autres fractions du mouvement trotskiste. C'est quoi un peu les débats? Donc évidemment, il y a la question du campisme, c'est-à-dire de considérer que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, donc et ça nous revient nous mettre dans la roue d'un régime comme celui de Poutine. Ça peut avoir aussi comme traduction la solidarité sans condition avec le peuple ukrainien, mais du coup un alignement sur soit la bourgeoisie ukrainienne, soit, alors je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas ça va souvent de pair avec notre propre bourgeoisie et du coup l'impérialisme. Ça peut aussi quand même signifier parfois la négation du droit du peuple ukrainien à disposer de lui-même. Et évidemment, il y a aussi la question de la nature de la Russie qui rentre en jeu, par exemple avec un groupe comme Lutte ouvrière sur la manière d'analyser aujourd'hui ce qu'est la Russie. Est-ce que c'est un pays qui n'est pas encore totalement capitaliste et encore moins impérialiste, voilà. Mais ça peut aussi nous entraîner à débattre avec d'autres courants du mouvement ouvrier qui auraient plutôt une position, disons, pacifiste. En France, incarné parfois par des franges du PC, le mouvement de la paix ou ce genre de choses, ou la CGT par exemple. Nous on a essayé, c'est comme ça, les événements se sont percutés dans le cadre de la création de notre NPA révolutionnaire et la fusion des deux courants principaux qui étaient donc à l'origine de ce NPA révolutionnaire, c'est-à-dire la fraction l'étincelle et anticapitalisme et révolution, d'avoir une analyse qui dépasse y compris ce que nous étions en tant que courant issu de traditions différentes. Mais bien sûr la discussion n'est pas du tout fermée et on peut y apporter un certain nombre de nuances et de divergences bien sûr. Je ne reviens pas sur les choses qu'on a abordées hier dans le meeting, parce que sinon ça peut faire un peu bizarre de parler de cette guerre sans évoquer quand même ce qui nous paraît le plus fondamental, c'est-à-dire le fait que c'est une guerre qui est extrêmement meurtrière, qui brise des vies, qui détruit. C'est-à-dire ça, on l'a abordé hier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que en fait, et je vais repartir de là, cette guerre, comme je l'ai un peu expliqué hier, elle n'est pas prête de se terminer. On sait qu'elle va durer encore longtemps. On sait que c'est une aubaine aujourd'hui pour tous les marchands d'armes, que ça a décuplé en fait les dépenses liées à l'armement dans tous les pays les plus riches de la planète, notamment ceux qui fabriquent beaucoup et qui vendent beaucoup d'armes. Ça a aussi évidemment des effets sur les dépenses d'armement de la Russie, forcément, parce que c'est quand même un des principaux acteurs de cette guerre. Mais je vais quand même essayer de placer tout de suite un peu la discussion sur l'idée que ce qui domine quand même
comme trait de cette guerre, c'est la placer dans ce qu'on appelle quand même les rivalités interimpérialistes au niveau mondial. Par exemple, le gouvernement polonais, là, qui est donc un des voisins proches, un voisin direct de l'Ukraine, lui, c'est sûr, il se prépare à un conflit long et à grande échelle. La Pologne a intégré l'OTAN, il y a maintenant plus d'une décennie. Et la Pologne, par exemple, va consacrer 5% de son produit intérieur brut aux dépenses militaires. Elle est déjà à 4%, c'est-à-dire plus du double de ce que normalement préconise l'OTAN en termes de dépenses militaires. Et la Pologne, par exemple, entre 2013 et 2022, a augmenté son budget défense, sur une décennie, disons, de 95%. Pour appuyer le fait que, on a des pays qui sont clairement dans le camp impérialiste, et qui augmentent, et des voisins proches. Donc j'ai un peu parlé de Macron, de la France hier, évidemment. Donc on a cette loi de programmation militaire qui est avec des chiffres là aussi inédits. 413 milliards pour l'armée sur 5 ans. Et voilà, on le sait aussi, Macron l'a annoncé, ça ne sera probablement pas suffisant. La France, la Pologne sont affirmant, évidemment, sont des pays qui soutiennent l'Ukraine dans sa résistance à l'invasion russe. Alors Zelensky, le dirigeant ukrainien, ça fait 4 fois en fait qu'il vient en France depuis 2022. La dernière fois, là, il est venu le 6 juin. Il avait été invité là, pour les cérémonies anniversaires du débarquement anglo-américain en France. Il est reparti avec 650 millions d'euros dans sa petite valise. Alors attention, c'est très peu sous forme de dons, c'est surtout des prêts, quand même. Et surtout, le truc qu'il était super content d'avoir obtenu là, qu'il n'avait pas réussi à obtenir jusqu'ici, c'est que la France va envoyer des formateurs militaires, donc former directement des soldats de l'armée ukrainienne sur donc, le sol ukrainien, parce que jusqu'ici, la formation, elle avait lieu soit en France, soit en Pologne. Voilà, enfin, ça existait déjà, mais vous voyez. Et il y a aussi quelque chose de très important pour à la fois, disons, les profits des marchands de canons français. Il y a des partenariats, mais aussi des industries ukrainiennes. Il y a des partenariats en fait avec des usines ukrainiennes désormais qui fabriquent directement de l'armement sur le sol ukrainien. Alors ça reste mineur par rapport à ce que livrent évidemment les pays vendeurs d'armes, mais c'est de plus en plus quand même mis en avant. Par exemple, le groupe militaro-industriel français qui s'appelle CNDS. Alors eux, ils fabriquent notamment les chars Leclerc, vous voyez. Là, ils commencent à fabriquer des obus qui vont aller dans les fameux canons Caesar, là, ou César, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, vous voyez les trucs un peu dont se glorifie le lobby militaro-industriel français. En fait, les obus vont commencer à être... c'est de la reconversion classique d'industrie. L'Ukraine avait un tissu... toujours un tissu industriel important. Ça faisait partie un peu dans une partie en tout cas de l'Ukraine. Donc ils reconvertissent. Bon, ça c'est quelque chose que les bourgeois savent faire depuis bien longtemps. Si vous allez sur le site du ministère des Armées françaises, alors là, je ne sais pas s'ils faisaient ça avant, mais là c'est très, c'est welcome quoi. Alors je pense qu'on lit pas tout, je ne crois pas qu'ils nous donnent tous les détails, mais par contre ils nous donnent une liste assez précise de tout le matériel et de tous les équipements militaires qui ont été livrés par la France à l'Ukraine.
depuis février 2022. Voilà, au bilan là, jusqu'à mai 2024, c'est les chiffres les plus récents. Ça, c'est les chiffres du ministère de la Défense, enfin des armées. Ils ont livré pour une valeur totale de un peu plus de 3 milliards d'euros d'équipements militaires. Voilà. Et se rajoute à ça 2,1 milliards d'euros d'argent directement versé à ce qui s'appelle, alors le nom est curieux, la Facilité européenne pour la paix. C'est un genre de fonds qui est géré par l'Union européenne, la FEP, qui permet d'abonder en fait, des dépenses militaires. Donc si on additionne le tout, voilà, on est à un peu plus de 5 milliards depuis 2 ans. Alors, il faut relativiser, mais ça permet d'enchaîner sur le fait que, évidemment, dans les pays impérialistes, il y a toujours un dominant qui aide le camp ukrainien pour qu'il n'y ait pas de faux débats. La France est évidemment toujours un peu à la traîne, mais les États-Unis, eux, ils en sont à 175 milliards de dollars depuis, février 2022. Voilà, 175 milliards de dollars depuis février 2022. Voilà, et là, il prévoit pour les mois prochains un petit 61 milliards, là aussi de livraison d'armes. Voilà, du côté de l'Union européenne au niveau global, c'est une aide financière qui est prévue là pour les 3 prochaines années. Donc vous voyez, il prévoit sur 2024-2027, donc tout le monde voit bien que voilà, c'est welcome en termes de durée de cette guerre. 50 milliards. 50 milliards. Attention, ça sera remboursable aux 2 tiers. Voilà. C'est-à-dire que tout n'est pas cadeau pour l'Ukraine, loin de là. Alors, il y a des débats entre les pays impérialistes sur la nature des livraisons d'armes. Il n'y a pas de débat sur le fait qu'ils doivent en livrer. Je dis ça parce que, vous savez, on a eu parfois des débats dans l'extrême gauche. Fallait-il s'opposer ou demander plus d'armes à l'Ukraine? Bon, en vrai... Il n'y a pas de problème sur le fait qu'il livre. Alors, on pourra revenir sur les déclarations de Trump, tout ça, s'il redevient président des États-Unis, parce que on voit bien que ça pourrait changer un peu la donne, mais ou pas d'ailleurs, parce que en tout cas, là, il n'y a pas eu en fait la moindre faille sur le fait qu'ils aient livré des armes. Par contre, parfois, ils ont des débats sur est-ce qu'on livre des armes qui permettent de frapper la Russie directement sur son sol. Bon, et ça, pour l'instant, les principaux pays dirigeants impérialistes, dirigeants de l'OTAN, notamment aux États-Unis, ont toujours dit, sans mauvais jeu de mots, niet, plutôt no. Puisque, en fait, l'idée, c'est pas d'aller mener la guerre, évidemment, à la Russie ou de déclencher quelque chose qui irait vers l'escalade, en tout cas pour l'instant. Voilà. Alors, une fois ça dit, ils ont beaucoup livré, mais ça n'a pas permis de renverser le rapport de force sur un plan militaire. En vrai, c'est pas forcément d'ailleurs ce que cherchent les pays de l'OTAN, notamment les États-Unis. C'est plutôt l'idée de faire durer cette guerre et d'affaiblir sur le long terme la Russie par le biais en fait le fait que l'armée russe, ce que ça engendre, le coût, et puis surtout à un moment donné évidemment l'idée que les technologies et la manière en fait y compris de gérer le rapport de force militaire va pas s'inverser avec ces armes livrées. C'est la continuité en fait d'une politique menée par l'impérialisme dominant
depuis, grosso modo, les années 90 et la chute voilà, de l'URSS. C'est-à-dire, tu as grandi ton influence dans les pays qui étaient ce qu'on appelle voilà, disons, glacis autour voilà, de l'ex-URSS, avec l'Europe de l'Est considérée désormais comme une terre d'influence américaine, avec l'intégration dans l'OTAN rapide de pays comme la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, puis d'un certain nombre de pays baltes. Voilà. Mais ce n'est pas évidemment la guerre directe. Par contre, évidemment, et ça c'est très important, on se situe dans un cycle long en fait, c'est-à-dire la phase 2022 et la phase actuelle, voilà, disons de l'accélération d'une certaine manière, voilà, d'un conflit qui dure, alors à la fois d'expansion en fait, voilà, de l'impérialisme dominant et de riposte de la Russie, qu'on peut considérer comme un impérialisme, alors on fera peut-être partie du débat, faible ou de second rang ou de seconde zone, mais en tout cas voilà, quelque chose qui permet de montrer qu'il n'y a pas évidemment quelque chose de soudain comme ça, paf, une décision folle dingue d'un dictateur foufou comme Poutine. Voilà, ça correspond à quelque chose sur le long terme, y compris sur le plan militaire qu'on doit faire remonter à 2014 en fait. Voilà. C'est-à-dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans une partie de son territoire en fait remonte déjà à 2014. Voilà. Alors l'Ukraine, c'est un pays qui est né très récemment en fait, dans l'histoire des pays d'Europe. C'est un pays qui est né en 1991 sur la dislocation de l'URSS. Voilà. C'est quand même le deuxième pays, je l'ai dit hier, le plus vaste d'Europe. Voilà. C'est 600 000 km². Bon, c'est un petit peu plus grand que la France. Et historiquement, ce territoire, il a toujours été convoité, dominé par différents, disons, empires, puissances au cours de l'histoire. Et en fait, c'est une mosaïque de peuples et de nationalités. C'est pour ça que peut-être il serait plus juste pour nous de dire les peuples d'Ukraine quand on veut désigner en fait voilà, la population, quand on parle de droit des peuples, quelque part à l'intérieur même de l'Ukraine, on pourrait même dire les peuples d'Ukraine. En fait, bon, je ne vais pas faire trop long sur l'histoire ancienne de l'Ukraine, mais vous savez, ce qui a servi d'argument à Poutine pour dire que l'Ukraine, c'était la Russie, en fait, il fait référence à plein de moments voilà, dans l'histoire où Russie et Ukraine étaient entremêlés, en fait. Bon. La plus vieille, disons, existence de ça, c'est un État, dans le sens féodal du terme, qu'on appelait le Rus de Kiev, entre le XIe et le XIIe siècle. Voilà, quelque chose qui était voilà, très indéfini, pas un État moderne, etc., mais un territoire avec voilà, des mélanges aujourd'hui correspondant à un bout de la Russie, de l'Ukraine, de la Pologne, de la Lituanie. Donc vous voyez quelque chose d'assez vaste. Ensuite, l'essentiel du territoire ukrainien a appartenu à un royaume qu'on appelait le royaume polono-lituanien. Voilà. Ça, c'est plutôt la période 16e, 17e siècle. Et après, l'essentiel, c'est l'intégration dans l'Empire russe. Voilà, au moment de la grande expansion au temps de Catherine II, c'est-à-dire l'essentiel du territoire ukrainien va passer sous la coupe de l'Empire russe, mais attention, pas tout. C'est-à-dire qu'il y a un bout qui va passer sous la domination de l'Empire ottoman et un bout qui correspondait plutôt à l'Empire austro-hongrois. Donc vous voyez, même dans ces intégrations
dans des empires. En fait, l'Ukraine actuelle s'est éclatée, quoi. Le mouvement national ukrainien, c'est-à-dire la revendication voilà, d'un État pour un peuple, c'est tard, hein, c'est 19e siècle. Voilà. Et pour le coup, comme beaucoup de mouvements, voilà, disons, national, de naissance de revendications nationales. Et c'est surtout quand même dans la zone qui était sous domination russe, et notamment parce que, évidemment, cette domination était la plus féroce, la plus oppressive, notamment parce qu'elle interdisait la langue ukrainienne, quoi, bon, par exemple. Ce pays il a eu ensuite une toute petite existence autonome, et c'est ça un peu le paradoxe entre, disons, 1918 et 1920, une république indépendante, dans le sens bourgeois du terme, après la révolution russe de 1917. Puisqu'en fait, la politique de Lénine, des bolcheviks, voilà, comme tout le monde, je pense, le sait, c'était le fait de dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris le droit à se séparer, y compris d'un État ouvrier qu'ils étaient en train de construire. Voilà. Donc il y a eu une république d'Ukraine dirigée par un parlement bourgeois, une Rada, quoi, qui fait parfois un peu référence, vous voyez, mais c'est très court. Et surtout, il faut imaginer qu'en même temps, vous avez l'intervention des armées, disons, contre-révolutionnaires, des armées blanches, en partie, financées, en grande partie financées par les pays impérialistes. Et vous avez en même temps les armées de Makhno, voilà, mouvement anarchiste ukrainien. Et vous avez, pendant quelques mois, la proclamation d'une république soviétique d'Ukraine proclamée par le groupe ou le parti bolchevique ukrainien. Donc vous voyez tout ça en même temps. Bon, donc en termes de disons, dispute en fait d'une espèce de souveraineté qui dirigerait, bon en fait, qu'est-ce qui a tranché, c'est la victoire de l'armée rouge, et l'intégration, suite à cette victoire, l'intégration de l'Ukraine dans l'URSS est devenue une des républiques de l'URSS. Voilà. Alors après, évidemment, il y a toute la période de bureaucratisation, de dégénérescence de l'État ouvrier, avec la politique menée par Staline et cette bureaucratie, dont a été victime l'Ukraine. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle de l'Ukraine, la population vivant sur le sol ukrainien, notamment sur les années 1932-1933, ce que les Ukrainiens appellent aujourd'hui l'Holodomor. C'est entre, 2,5 et 6 millions de morts. C'est déportation, c'est famine. Pourquoi on rappelle ça? Parce qu'évidemment, c'est beaucoup utilisé encore aujourd'hui par les nationalistes ukrainiens, évidemment, avec la référence au crime stalinien et évidemment à cette politique associée à la Grande Russie. Alors, pour compliquer les choses, et j'arrête là un peu sur l'histoire, en 1955, donc après Staline, sous Khrouchtchev, la bureaucratie soviétique a donné la Crimée à l'Ukraine. Voilà, en fait, la Crimée, qui était une terre peuplée à 95% de russophones. Alors la Crimée, vous voyez, c'est la petite péninsule, qui rentre dans la mer Noire et qu'on appelle parfois le porte-avions de la Russie. Voilà. Alors bon, il y a beaucoup de débats encore aujourd'hui sur les raisons du geste de Khrouchtchev. Pourquoi a-t-il redonné Alors quand je dis à l'Ukraine, l'Ukraine n'était pas indépendante, c'était une république de l'URSS, mais du coup il l'a intégrée
à la République ukrainienne au sein de l'URSS. Bon. Là aussi, ça renvoie du coup à toute la discussion sur la Crimée, est-elle ukrainienne, est-elle russe. Bon, vous voyez, parce qu'en fait, ça a changé de camp et de drapeau sous la volonté des dirigeants et pas du tout parfois sous évidemment la volonté des peuples, enfin quasiment jamais en fait. Voilà. Alors, du coup, quand évidemment, nous, on insiste sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, encore aujourd'hui, et donc des peuples d'Ukraine, il faut bien voir que tout ça reste évidemment extrêmement mélangé, mosaïque. Vous voyez un peu cette histoire entre les déplacements forcés de population, les migrations anciennes, le mélange des langues. Aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, 70% de la population à peu près parle l'ukrainien. Les russophones sont aux alentours de 17 à 18%. Et puis après, vous avez des gens qui parlent le biélorusse, le hongrois, le bulgare. Et pendant très longtemps, évidemment, la langue russe est restée la langue, parlée un peu par tout le monde. C'était la langue officielle, évidemment, de l'URSS, c'était la langue des papiers, c'était la langue qu'on apprenait à l'école, etc. Bon. Après, il y a des nuances géographiques, c'est-à-dire que c'est essentiellement l'Est et le Sud du pays qui sont russophones. Voilà. Et en sachant que l'ukrainien et le russe sont des langues assez proches les unes des autres. Alors, à l'écrit notamment, quelqu'un qui sait lire l'une, sait quasiment lire l'autre. Et pendant quand même toute l'existence de l'URSS, c'est vrai qu'il y avait une différence entre nationalité et citoyenneté, puisque tout le monde était citoyen citoyenne soviétique et en même temps avait sa propre nationalité. Donc, vous voyez tout ça pour dire qu'on est face à des choses. Alors, dans entre guillemets la place qu'occupe l'Ukraine en termes, disons, économiques, les enjeux autour de ce pays pour les uns et pour les autres. Bon, du côté impérialiste, on a expliqué tout à l'heure, évidemment, c'est impérialiste américain, c'est évidemment avancer le plus possible vers l'Est. Le truc, c'est que la fonction majeure de l'Ukraine, c'est sa situation géographique, c'est la zone de transit, en fait, des hydrocarbures russes vers l'Ouest. Voilà, bon. Il n'y a pas de pétrole ou de gaz sur le sol ukrainien même. Par contre, c'est là où passent les gazoducs essentiellement. En 1995, la Russie et l'Ukraine s'étaient reconnues mutuellement leurs frontières. L'Ukraine avait loué par un bail à long terme le port de Sébastopol, donc le principal port de Crimée, à la Russie. Voilà. Et c'était un genre de deal, vous voyez. Et la Russie payait une rente à l'Ukraine pour son transfert des hydrocarbures. C'est-à-dire, en fait, le fait que les gazoducs passaient par l'Ukraine, l'Ukraine se faisait rémunérer, quoi. Voilà, c'était un droit de passage, si vous voulez. Voilà, donc ça, c'est, vous voyez, 95. Bon. En vrai, la dégradation donc, des relations entre la Russie et l'Ukraine, à partir, disons, de la fin des années 90, et surtout les décennies 2000 jusqu'à 2020, quoi, grosso modo, ça se fait sur fond de montée de tension entre la Russie et les États-Unis à l'échelle internationale. Voilà. En sachant qu'on a d'autres points chauds, il y a la Géorgie, vous voyez, il y a évidemment la guerre en Syrie en 2011. Enfin, voilà, tout ça, ça se fait en parallèle. Voilà. La Russie considère l'Ukraine comme étant ses terres directes d'influence, alors à la fois pour des raisons historiques, géographiques, mais aussi parce que, vous voyez, si tu ne peux pas faire passer ton gaz par là, c'est un problème.
Voilà, et donc évidemment, au fur et à mesure que les États-Unis avançaient vers eux, ça a créé évidemment cette montée des tensions. Bon, il y a eu 2 points un peu essentiels. Il y a eu 2004, ce qu'on a appelé la Révolution orange. Bon, voilà. Alors en France, c'est même étudié aujourd'hui dans les programmes de lycée. C'est un peu mis en avant comme étant voilà un exemple de révolution démocratique. Vous voyez, bon, c'est très simplifié, c'est-à-dire voilà, il y a eu des élections, le poulain de la Russie avait truqué les élections, les gens se sont révoltés contre ce résultat truqué, ils ont obtenu voyez, la victoire du coup à la finale du poulain des États-Unis. Voilà. C'est la première fois, par exemple, que les dirigeants ukrainiens remettent en cause le fait d'écrire le nom des villes en russe. C'est le moment où, par exemple, Kiev, russe, est changé en Kiev. C'est-à-dire, on change l'orthographe aujourd'hui, si vous regardez, voilà. Parce que, bon, évidemment, ils ont dérussifié. C'est la première forme de dérussification, en fait. Voilà, donc ça se traduit aussi par ce genre de choses. Voilà. Bon, voilà, en rétorsion, c'est la fameuse guerre du gaz. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. En fait, la Russie avait coupé, alors, pas son transport de gaz vers l'extérieur, mais avait coupé le fait que les Ukrainiens puissent, eux, bénéficier du gaz russe. Voilà, donc, tac. Et c'est le début aussi de la construction de gazoducs alternatifs. C'est-à-dire que les Russes commencent à se dire il va falloir qu'on passe par autre chose que l'Ukraine. Voilà, donc notamment soit Nord Stream, c'est-à-dire par le nord la mer Baltique, soit par la Turquie, voilà, celui du sud, quoi, grosso modo, c'est-à-dire, voilà, on voit très bien ça sur une carte. Bon, voilà. D'ailleurs, le fameux Nord Stream, il a été probablement plastifié, enfin pas plastifié, mais mis hors d'usage, probablement par des commandos ukrainiens au début de la guerre de 2022. Alors c'est un petit peu le moment de la fête du côté impérialisme évidemment dominant, états-unien, etc. L'Union européenne lance un partenariat oriental avec l'Ukraine en 2008. Voilà, donc l'Ukraine apparaît vraiment comme quasiment intégrée à la sphère impérialiste. Mais en même temps, évidemment, parce que ça va toujours avec, il y a un recul du niveau de vie en Ukraine. Je veux dire comme jamais, et surtout c'est le pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire les anciennes républiques disons de l'URSS devenues indépendantes, c'est le pays où le niveau de vie va le plus reculer entre l'indépendance entre guillemets, c'est-à-dire 91 jusqu'aux années 2000. Voilà. Et encore aujourd'hui, si on regarde les indices, c'est là où ça a le plus baissé. Voilà, donc y a un phénomène de révolte, de mécontentement dans la population, beaucoup de colère. Voilà, et on a le retour en 2010, vous savez, de celui qui avait perdu en 2004, le fameux pro-russe Yanukovych, qui est élu plutôt, alors bien sûr, il est soutenu par Poutine, etc. Mais surtout, il est élu sur la base d'un mécontentement social. Voilà. Et là, ça rechange, c'est-à-dire que l'Ukraine refait un autre partenariat, cette fois-ci avec la Russie, qu'on appelle le projet d'Union eurasiatique que mène Poutine. Et il raye l'accord de coopération avec l'Union européenne. Voilà. 2014, pour aller vite, c'est ce qu'on appelle le mouvement Euromaïdan. Donc là, de nouveau, révolte populaire, mais cette fois, quand même, ça se fait plutôt quand même sous le couvert d'une lutte armée. Vous avez des affrontements. Il y a une extrême droite ukrainienne qui pointe le bout de son nez. Des forces essentiellement bourgeoises, petites bourgeoises. Voilà. Et
en parallèle de ça, alors le dirigeant ukrainien s'enfuit là, pro-russe, et en parallèle, Poutine déclenche deux choses, c'est-à-dire il envoie des troupes russes, mais sans uniforme, prendre position en Crimée, c'est-à-dire s'emparer de la Crimée, grosso modo. Et vous avez des milices alors pro-russes, armées par les Russes, mais composées en partie quand même d'Ukrainiens, qui décrètent deux espèces de républiques un peu fantoches dans la région du Donbass, c'est-à-dire voilà, l'Est, plutôt les régions minières, à l'ancienne, charbon, métallurgie, etc., c'est-à-dire un petit peu le cœur charbonnier, si vous voulez, et sidérurgique quand même de l'Ukraine. Et c'est le début de l'apparition du slogan que les dirigeants ukrainiens, les dirigeants de Kiev sont des nazis. Voilà, c'est le début de cette thématique utilisée par les Russes. Voilà, cette guerre du Donbass, quand même, c'est une guerre à bas bruit, entre guillemets, mais elle a fait 10 000 morts depuis 2014. Voilà, pour terminer. Donc c'est là, en fait, que les livraisons d'armes, notamment des États-Unis, mais aussi ensuite des autres pays d'Europe, ont commencé en masse pour l'Ukraine. C'est-à-dire c'est le point d'armement, en fait, de l'armée ukrainienne par les États européens et les États-Unis, c'est 2014. Voilà, c'est-à-dire l'Ukraine devient en fait une tête de pont, en fait, voilà, de la rivalité interimpérialiste et notamment de l'offensive de l'impérialisme dominant. Voilà. Ça va réanimer l'OTAN. Vous savez, Macron avait dit qu'elle était en mort cérébrale, etc., etc. Voilà. Et quand même, parce que c'est pas sans conséquences, ça a aussi quand même provoqué des rajustements au sein un peu des pays impérialistes, disons, occidentaux. C'est-à-dire ça permet aux États-Unis de réaffirmer leur leadership, notamment par rapport à l'Allemagne, puisqu'on va interdire à l'Allemagne de s'approvisionner voilà, en gaz russe, en partie, mais ça permet aussi aux États-Unis de vendre leur gaz de schiste, c'est-à-dire voilà, ça fait décoller en fait l'extraction, la production et l'exportation de gaz de schiste. Voilà. Et puis surtout, bon, il y a la discussion sur les sanctions, enfin vous vous rappelez évidemment, etc. Bon, il y a des entreprises françaises comme Total, etc., qui sont obligées de rapatrier, d'arrêter de collaborer, etc., etc. Bon, en vrai, la France continue à acheter du gaz en Russie. Enfin, je veux dire, les robinets ne sont pas totalement coupés. Voilà. Et puis, ça permet aussi voilà, d'alimenter, mais ça, c'est évidemment plus général, la machine à fabriquer de l'armement. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, voilà, quelle analyse et quelle politique pour nous, les communistes internationalistes, voilà, c'est-à-dire, bon, on est dans un pays où nous sommes dans des pays, en fait, voilà, européens, métropole, disons, impérialiste. Voilà, notre but, évidemment, ça serait de pouvoir faire émerger un mouvement qui s'opposerait, en fait, voilà, à cette montée guerrière, à cette spirale militaire d'armement et de conflits armés dans laquelle, aujourd'hui, ces dirigeants impérialistes nous entraînent. Un mouvement qui ne se contenterait pas de dénoncer, en fait, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui affirmerait évidemment sa solidarité avec les peuples d'Ukraine, mais aussi avec les populations, les peuples de Russie, de Biélorussie. Et évidemment, il faudrait que l'axe essentiel soit l'opposition à notre propre bourgeoisie, à sa course aux armements et à voilà, cette explosion de dépenses militaires. Voilà, le caractère principalement interimpérialiste de cette guerre, ça nous dicte d'abord d'être indépendant de tous les impérialismes, voilà, comme je l'ai dit hier, qui agissent dans cette zone selon leurs propres intérêts. Voilà. Et en France, notamment, voilà, nous avons un co-belligérant, c'est-à-dire
voilà, Macron, son gouvernement, son État, à cette bourgeoisie française, elle participe à cette guerre. Donc évidemment, par exemple, je donne ça pour des éléments de débat et de polémique, nous n'aurions pas fait la moindre manifestation aux côtés de forces politiques qui défendent l'intervention militaire française d'une manière ou d'une autre aux côtés de l'Ukraine. Je dis ça parce que nous avons des camarades, par exemple, du NPA, l'anticapitaliste, qui ont participé à certaines de ces manifestations aux côtés de forces politiques qui réclament plus d'armes pour l'Ukraine, mais qui les réclament en fait avec Macron et avec l'OTAN. Donc ça évidemment c'est quelque chose pour nous de fondamental. Nous sommes pour la défaite évidemment de tous les impérialismes dans la zone, donc aussi de l'impérialisme russe, mais nous disons en même temps retrait des troupes de l'OTAN de l'Europe de l'Est. On ne considère pas que la guerre menée par l'armée ukrainienne est une guerre de libération nationale. Par exemple, comme aurait mené le FLN algérien ou les organisations vietnamiennes pendant les guerres anticoloniales. L'Ukraine, ce n'est pas une colonie, c'est un État capitaliste constitué, y compris avec des oligarques. On cite souvent des gens très riches, insérés dans le circuit économique mondial. C'est la petite histoire et voilà, c'est sûr qu'il y en a d'autres et tout, mais on cite souvent l'exemple du roi du poulet là, parce que lui en fait, il a son business, il a explosé, pareil depuis la guerre en Ukraine. Lui il possède il s'appelle Yuri Kozyuk, il possède une société qui produit des milliers de poulets. Des usines, des milliers d'hectares sur lesquels on fait pousser du blé, c'est le grain qu'on donne à manger après au poulet. Il a bénéficié de millions d'euros de prêts, des millions d'euros de la Banque européenne de développement depuis 2010, donc c'est pas sans mauvais jeu de mots, un poussin de l'année quoi. Il produit jusqu'à 1000 tonnes de viande par jour, ce capitaliste de l'agroalimentaire. Par exemple, en 2018, il avait essayé de racheter le volailler français Doux, là, vous vous rappelez pas. Alors ça, c'était drôle parce qu'en 2018, en France, c'était haro sur le rachat. Vous voyez, c'était en France, les bourgeois évidemment disaient protectionnisme, c'est affreux, nos poulets doux vont se faire racheter par et après évidemment dès 2022, attention, c'est plus tout à fait pareil parce qu'on a supprimé les droits de douane en fait à l'égard des capitalistes ukrainiens. Et du coup ça envahit le marché. Quand vous faites des ventes de journaux en France, des fois c'est assez drôle sur les marchés parce que les vendeurs de volailles, en fait, quand ils discutent avec nous, ils discutent de ça. Ça a un effet en fait concret quoi sur des gens, sur des petits commerçants notamment. Alors, quant à l'armée ukrainienne, je ne reviens pas là-dessus, mais il n'y a pas de débat. Elle est pareil, sous perfusion, entraînée, armée, surarmée par les puissances impérialistes. Voilà. Alors, on dit ça, mais en même temps, on est complètement solidaire de la population ukrainienne dans sa volonté de ne pas vivre sous le joug d'une armée d'occupation, d'un pays impérialiste. Alors, on pourra débattre sur la nature de l'impérialisme russe, mais c'est un pays impérialiste, qu'on considère que c'est un pays impérialiste, qui est en plus dirigé par un des pires dictateurs de la planète. Et donc ça veut dire qu'y compris on reconnaît à cette population son droit à se défendre face à cette agression. Et ça ne veut pas dire qu'on s'allie avec des nationalistes bourgeois comme Zelensky, ni qu'on assigne les travailleurs et les travailleuses d'Ukraine à la soumission à ce gouvernement dit démocratique, mais qui a été capable de prendre les pires mesures antisociales et anti-ouvrières, prétextant que c'était la guerre. Voilà.
on ne peut pas simplement se contenter de dire aux prolétaires d'Ukraine repoussez l'agression russe en vous mettant sous la direction de Zelensky. Voilà. Bien sûr, il y a une exacerbation en fait du nationalisme ukrainien de la part de ses dirigeants. Alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, vous voyez, le nationalisme ukrainien, en fait, il est récent pour tout un tas de raisons, y compris il a été très peu développé dans l'histoire. Nous, on pense qu'évidemment, seule l'intervention des masses d'Ukraine, mais aussi de Russie et de Biélorussie, dans la zone, en fait, sur leur propre terrain d'indépendance de classe, pourra sortir les peuples d'Ukraine de cette spirale de la guerre et de la destruction. Voilà, et c'est un peu ce défi qu'auraient à relever des révolutionnaires prolétariens dans ce pays, c'est-à-dire faire émerger leur propre perspective de classe. Et enfin, bien sûr, on affirme notre solidarité de classe avec les travailleurs et travailleuses de Russie, qui sont évidemment en aucun cas responsables de la politique de Poutine. On est évidemment du côté de celles et ceux qui se battent à la fois contre la guerre et l'enrôlement et la politique de Poutine. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous sommes opposés à toutes les sanctions économiques prises par les États impérialistes à l'égard de la Russie, puisque, évidemment, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui touche les capitalistes, mais qui touche la population. Et qui renforce d'ailleurs l'espèce de cohésion éventuelle d'un pays derrière un dirigeant ou son dictateur, en fait. C'est contre-productif. Et voilà, évidemment, on ne défend pas la paix comme ça, les frontières telles qu'elles sont. On ne défend pas plus d'autres frontières. Voilà, parce que là, vous avez vu, il y a eu un espèce de mini-sommet où ils discuteraient d'un accord, mais qui peut-être entérinerait en vrai le fait que la Crimée resterait, aux Russes, les deux républiques du Donbass peut-être, éventuellement stabiliser une ligne de front. Cette ligne de front, 1200 km, elle ne bouge plus tellement aujourd'hui. Et d'ailleurs, le coup de fil, je termine là-dessus, qu'a passé Trump à Zelensky, ou vice-versa, enfin en tout cas ils se sont eus au téléphone, et ils ont communiqué. Trump a promis à Zelensky de régler la paix en Ukraine en 10 jours s'il était élu. Bon, vous voyez, donc qu'est-ce que ça veut dire voilà. Mais ça pourrait dire tout un tas de choses, c'est-à-dire on stabilise, franchement, les impérialistes le font et l'ont déjà fait. Il y a des pays qui sont comme ça depuis des années, tu stabilises des lignes de front, alors il y a toujours des morts et tout ça, mais les frontières ne sont pas forcément bougées, il n'y a pas forcément une guerre totale. Voilà, et bien sûr, ça veut dire que notre axe à nous principal ici, c'est contre la militarisation du monde. On défend évidemment l'ouverture aussi des frontières et l'accueil de tous les réfugiés et leur accueil inconditionnel, quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau. Et on lutte évidemment contre toutes les formes d'embrigadement liées à cette montée du militarisme.